Bonsoir à tous. Là, je pense que vous m'entendez bien. On va effectivement cheminer ensemble pendant 1 heure dans un mouvement qui s'appelle le merveilleux scientifique. Tout d'abord, je remercie la Cité des Sciences de m'avoir convié à vous parler de ce mouvement auquel j'ai consacré ma thèse. Comme ça a été dit, j'y ai aussi consacré une exposition à la BNF en 2019 et je suis actuellement effectivement postdoctorante au CNRS où je travaille sur le fakirisme au début du XXe siècle, un sujet qui est dans la continuité des recherches portant sur le mouvement merveilleux scientifique, vous le verrez un petit peu après. Donc mon intervention s'intitule « Au pays des merveilles, quand l'impossible fait rêver ». Et je vous propose dans un premier temps de découvrir ce qu'est le merveilleux scientifique. Le mouvement merveilleux scientifique, on peut dire plus ou moins qu'il va être incarné par une figure qui s'appelle Maurice Renard, dont vous avez ici une photographie. Maurice Renard qui pose fièrement devant plusieurs de ses romans. Il a écrit le Manifeste du merveilleux scientifique en 1909 dans une revue symboliste qui s'appelle Le Spectateur. Et tout au long de sa carrière, jusqu'à la fin des années 1930, il va proposer plusieurs textes manifestes qui tentent de définir le mouvement merveilleux scientifique, mais aussi de le diffuser dans la culture littéraire de son époque. Vous avez ici une citation de Maurice Renard qui vise à donner une définition du mouvement merveilleux scientifique. Je vous la lis. « Le roman merveilleux scientifique est une fiction qui a pour base un sophisme, pour objet d'amener le lecteur à une contemplation de l'univers plus proche de la vérité, pour moyen l'application des méthodes scientifiques à l'étude compréhensive de l'inconnu et de l'incertain. » Alors, dans ces différents textes manifestes, Maurice Renard, pour bien appuyer son mouvement, son corpus, il va lui falloir tuer le père. Il va dire qu'il souhaite démolir Jules Verne. Il va aussi dire qu'il s'apparente à un espèce de Charles Perrault moderne. Ça, on le reverra ensemble. Et il va se trouver différents homologues, une filiation pour tout simplement donner corps à son mouvement littéraire. Il va notamment se recommander d'Edgar Allan Poe et de certains de ses textes qui touchent plus ou moins à ce qu'on appelle la métapsychie ou encore au canular scientifique. Il va se recommander d'Auguste de Villiers de l'Isle-Adam et notamment de son récit L'Ève future qui met en scène une drôle d'Andréide. Ou encore, il va faire référence au célèbre Rosny Aîné qui a écrit, vous le savez sans doute, La guerre du feu, mais qui a surtout produit un certain nombre de textes comme l'Exipéus en 1887 qui amorce le roman scientifique en France. Wells, bien sûr, est une figure qui va porter son ombre sur toute la carrière de Maurice Renard, puisque très souvent, on dira de Maurice Renard, c'est en fait juste un Wells français, et il sera très embêté avec cette filiation, parce qu'il aspirait justement à proposer, vous l'avez compris, autre chose que Verne, autre chose que Wells, une nouvelle scansion, grâce à un cercle d'auteurs. Justement, je vous en présente quelques-uns. Ce qui est particulièrement intéressant avec le mouvement merveilleux scientifique, c'est qu'on va avoir de très nombreux auteurs issus de genres, de formes très différents. Vous retrouvez par exemple avec Les Trois Yeux, Maurice Leblanc, qu'on connaît beaucoup mieux pour Arsène Lupin. Vous avez aussi de nombreux médecins et scientifiques qui vont s'adonner à des récits qu'on peut qualifier merveilleux scientifiques. Il y a par exemple André Couvreur avec Une invasion de microbes, ou encore Le décapité vivant écrit par Octave Béliard. On va aussi avoir de nombreux auteurs qu'on pourrait assimiler à du roman populaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais sachez qu'à l'époque, l'expression roman populaire est utilisée par les critiques plutôt de manière dépréciative, puisque ça voudrait dire que ces romans qui sont publiés, notamment sous la forme de feuilletons dont les journaux sont consommés sans vraiment user de l'intelligence du lecteur. Et au contraire, Maurice Renard et son cercle d'auteurs essayent de faire avec leurs textes réfléchir intensément le lecteur et donc en faire un genre littéraire de haute volée, de haute facture. On peut dénombrer à peu près 40 auteurs, c'est en tout cas le corpus que moi j'avais utilisé dans mes recherches, qui ont épousé le corpus merveilleux scientifique. Le mouvement merveilleux scientifique, il ne se limite pas à sa forme littéraire, et c'est ce qui me semble être tout à fait passionnant, c'est qu'il témoigne aussi d'une abondante culture visuelle. En fait, quand on étudie toute cette littérature, tout cet imaginaire du début du XXe siècle, on se rend compte que ce n'est pas un hasard si le mouvement merveilleux scientifique est né au début du XXe, et ce n'est pas non plus un hasard s'il a été aussi prospère chez tant d'auteurs.
Vous voyez par exemple que le mouvement merveilleux scientifique il se diffuse sous la forme d'encarts publicitaires, l'homme qui peut vivre dans l'eau. Inutile de vous résumer le récit, vous l'avez sans doute compris par le titre. Vous voyez ici un petit bébé auquel on greffe des branchies de requin. Donc ça, c'est un encart publicitaire dans un journal à très très grand tirage le matin. Donc vraiment, tout le monde avait accès à ce récit à l'époque. Vous voyez aussi des chromolithographies, ces petits cartons qu'on retrouvait par exemple dans les boîtes de cigares, les boîtes de chocolat. Vous avez ici un savant qui essaye de tuer, grâce à une énorme aiguille, une énorme seringue, des microbes. Et puis, je voulais vous montrer aussi que dans une forme de BD ancienne, les récits sous images, on avait très souvent des poncifs thématiques du merveilleux scientifique, où vous avez même des jeux de société à l'époque qui utilisent des imaginaires touchant ici à l'aéronautique extrapolée. Si vous voulez écrire un récit merveilleux scientifique, en voici ici la recette. Alors, je vous l'ai dit, Maurice Renard, il nous dit, moi, ma mission, c'est démolir Jules Verne, parce que Jules Verne, en vérité, il ne fait que des romans d'aventure scientifique matinés de vulgarisation scientifique, et ça ne plaît pas du tout à Maurice Renard. Et son second but, c'est moderniser Charles Perrault. Je vous l'expliquerai un petit peu après. Il s'agit en fait, dans l'espace du roman merveilleux scientifique, de rendre crédibles et rationnels des postulats du conte de fées. Par exemple, dans le conte de fées, pour devenir invisible, vous revêtez le chapeau du prince lutin. Eh bien, dans le récit merveilleux scientifique, je vous le présenterai un peu plus loin, vous allez vous bombarder de rayons exotiques. C'est donc une explication, cette fois scientifique, qui est donnée et non pas magique. C'est là la différence, c'est là où réside en fait la différence avec le conte de fées. Puisque vous le voyez bien, dans l'expression merveilleux scientifique qui donne son nom au mouvement littéraire, il y a une tension, il y a une difficulté. Comment est-ce que le merveilleux peut être scientifique? Comment est-ce que le scientifique peut être merveilleux? Pourquoi ce trait d'union entre les deux? Est-ce qu'il s'agit d'un mariage, d'un point de balancement, d'une tension? J'essaierai de vous donner des éléments de réponse un petit peu après, mais voyez dès à présent qu'on a un jeu de balancement entre le merveilleux, la logique, le merveilleux, la science. Maurice Renard aussi, il nous dit que le rôle du merveilleux scientifique, de ses productions, c'est de regarder le présent de manière décalée. Il ne s'agit pas du tout d'aller voir ce qui va se passer en l'an 3000. Il s'agit de rester dans le temps présent du lecteur, de faire un pas de côté. Et ce pas de côté, il est permis par la modification d'une loi physique, chimique ou biologique. Pour vous donner un exemple concret, on imagine par exemple qu'un héros, du jour au lendemain, se retrouve doté d'une vision radiographique. Il voit donc à travers les murs. Eh bien, Guy de Terramont va imaginer toutes les conséquences logiques qui découlent de cette nouvelle habileté. Il ne s'agit pas de créer une société futuriste en l'an 3000, il s'agit simplement de voir quelles seraient les conséquences absolument crédibles, logiques et raisonnables, j'insiste sur ces termes, qui découlent de cette innovation scientifique. Il veut aussi, et je le développerai après, Maurice Renard, faire de son roman un laboratoire. Évidemment, on n'oublie pas que peu de temps avant, on avait des figures comme Émile Zola qui allaient piocher dans la science pour théoriser leur propre production romanesque. Et en cela, Maurice Renard s'inscrit dans une continuité. Il dit aussi dans ses textes manifestes, ici je vous ai fait en fait un espèce de pot-pourri de tous ces textes théoriques pour vous aider un petit peu à capter l'essence de ce mouvement. Il nous dit aussi, c'est un syllogisme. Un syllogisme, qu'est-ce que c'est? C'est une figure qui consiste à dire si, alors. Et bien de même, si je deviens invisible, alors il se passera ci et ça. C'est ce que souhaite exposer le roman merveilleux scientifique. Et puis Maurice Renard enfin nous dit, les romans que je produis, les romans de mes pairs, que je considère comme étant merveilleux scientifiques, ils sont à considérer comme des sophismes, c'est-à-dire qu'ils disent le faux, je ne peux pas devenir invisible, c'est complètement délirant, en singeant le vrai. Mon lecteur se plaît à croire à cette proposition extrapolée mais crédible que je lui propose. Alors, vous avez peut-être envie de me dire, mais est-ce que ce n'est pas de l'anticipation, le merveilleux scientifique? Eh bien non, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Renard. Dans un texte de 1925, il le dit très clairement, « Je me défends d'anticiper, je préférerais déborder », donc toujours l'image de la force centripète, on s'écarte un petit peu, mais on reste près du moyeu scientifique. Je préférerais plutôt déborder si j'avais la moindre prétention. Un pied dans le présent, mais un petit décalage. C'est ça la démarche d'écriture de Maurice Renard. On ne fait pas un saut dans le temps pour aller voir ce qui se passera dans le futur.
De même, on a très envie de se dire, mais est-ce que ce n'est pas simplement de la science-fiction? Et c'est d'ailleurs la thématique qui fait que je suis là ce soir avec vous. Bah oui et non. Pourquoi non? Parce qu'en fait, le terme science-fiction, il apparaît beaucoup plus tard. Je vous ai dit que le manifeste de Maurice Renard, il était écrit en 1909 et que le mouvement s'épanouissait jusqu'à la fin des années 30. Eh bien, en vérité, le terme science fiction, il est forgé par Hugo Gernsback en 1926 dans ses revues Pulps, puis science fiction en 1929. Donc vous voyez déjà qu'il y a un petit problème d'anachronisme. Ce qui me semble aussi très probant, même si ici on voit deux couvertures extrêmement semblables. On a d'un côté la couverture de Amazing Stories et de l'autre un roman merveilleux scientifique, L'œuf de verre de Jean de Kyriel. On a envie de se dire, mais là c'est évident qu'il y a eu rencontre, osmose entre ces auteurs. Pour autant, pourquoi moi je tiens à ce qu'on fasse une démarcation entre le mouvement merveilleux scientifique et puis la science-fiction à l'américaine? C'est parce que ce sont deux choses complètement différentes. Il y a effectivement des affinités électives, mais en vérité, quand on y regarde bien, la science-fiction à l'américaine, elle va se distinguer par des critères d'épanouissement, de manifestation qui sont très différents. On n'a pas de courrier des lecteurs pour le merveilleux scientifique. On n'a pas de fandom, on n'a pas d'association de fans, on n'a pas Maurice Renard qui entretient une correspondance avec ses auteurs, comme par exemple le faisait Hugo Gernsback. Donc il faut faire attention à vouloir simplifier de manière parfois hâtive le merveilleux scientifique, mais évidemment, si on emploie science-fiction dans sa terminologie plus relâchée, comme aujourd'hui pour n'importe quel récit qui met en scène des extrapolations, des récits un peu futuristes, vous voyez bien que chacun a sa définition de la science-fiction selon la généalogie qu'il choisit, selon les œuvres, et bien évidemment que le merveilleux scientifique est de la science-fiction ancienne. Mais moi, ce que j'ambitionne de vous montrer ce soir, c'est qu'en vérité, le merveilleux scientifique, il va être un point d'aboutissement d'un moment très fort en sciences qui va toucher aux sciences de l'invisible. Et de même, il va s'abreuver aux récits mystérieux, il va s'abreuver aux contes de fées, au roman expérimental. Et dès lors, je mets un petit drapeau rouge en disant justement, c'est dommage de simplement le limiter à être une forme de science-fiction ancienne, puisque ça voudrait dire que ce n'est jamais qu'une téléologie où tout ce qui a été fait avant la science-fiction américaine conduisait inévitablement à la science-fiction américaine. C'est d'autant plus vrai que, visiblement, il n'y a pas eu vraiment de réception étrangère du merveilleux scientifique aux États-Unis. On peut noter qu'il y a eu certaines traductions, je vous en ai mis une, Five After Five, en 1941, qui est une traduction du Brouillard du 26 octobre de Maurice Renard, paru en 1912, mais pour autant, le texte est légèrement tronqué. Et bon, il y en a eu d'autres, il y a eu Claude Farrère, tout à fait, mais c'est rare, et surtout, je n'ai jamais trouvé d'auteur américain qui dit bah, « moi j'ai lu X romans merveilleux scientifiques, etc. » De même, il faut bien savoir qu'en France, même si Maurice Renard avait une très forte ambition pour son corpus, jamais vous ne trouverez une collection qui s'appelle « Le merveilleux scientifique ». Jamais vous ne verrez une rubrique qui s'appelle « Le merveilleux scientifique ». Vous verrez plutôt des textes théoriques, des critiques, comme Henri Davray, qui était le traducteur de Wells en France, ou encore Jean Charpentier, qui était influent dans le Mercure de France. Vous verrez effectivement des critiques réutiliser ce terme. Vous verrez des auteurs utiliser cette expression. Octave Béliard parmi eux, par exemple. Rosny Aîné, même s'il ne s'en est jamais recommandé, il réutilise cette expression. Donc en France, on connaissait cette expression. On connaissait bien Maurice Renard comme étant son maître d'ouvrage. Mais pour autant, on n'a jamais eu une estampille suffisante pour en faire un mouvement qui serait arrivé jusqu'à nous, vraiment de manière durable, dans les livres d'histoire littéraire. Mais je voulais quand même vous montrer que si la réception étrangère est à nuancer pour les États-Unis, on a eu quantité de traductions dans d'autres pays. Vous trouvez de tout, au Royaume-Uni, au Portugal, en Russie, en Espagne, que sais-je, on trouve à chaque fois des traductions de certains des grands auteurs du mouvement merveilleux scientifique, que ce soit Jean de La Hire, Guy de Terramont, Léon Groc. Je vous ai mis au milieu une traduction espagnole de Jean de La Hire, le fameux homme qui peut vivre dans l'eau, vous avez vu l'encart publicitaire un peu plus tôt. Et je vous ai mis aussi Le mystère des 15, toujours de Jean de La Hire, traduit dans le Romanzo Mensile, qui est une revue italienne qui aura vraiment son importance, puisqu'elle va traduire plus de 38 textes merveilleux scientifiques, souvent avec un décalage minime avec la France, ce qui est tout à fait intéressant.
Dernier élément de mon introduction pour que vous compreniez bien de quoi il retourne avec le mouvement merveilleux scientifique. Et vous voyez de même que je ne parle pas de genre, puisqu'il y a souvent confusion entre la forme et le genre. Il ne s'agit pas d'un genre, il s'agit plutôt d'un mouvement, puisqu'il témoigne d'une manière très caractéristique d'approcher les sciences et les pseudosciences au début du XXe. Maurice Renard, il n'a pas inventé le terme merveilleux scientifique. En vérité, il l'a plutôt emprunté, il s'en est plutôt imprégné, si j'ose dire. Cette expression, elle était utilisée par Joseph-Pierre Durand-de-Gros, un philosophe et physiologiste, en 1894, dans un texte que vous voyez, le merveilleux scientifique sans trait d'union, très intéressant que lui, il ne se risque pas à faire la greffe entre les deux éléments. Toujours est-il que dans ce texte, Durand-de-Gros, il utilise l'expression merveilleux scientifique pour en vérité désigner la normalisation, la scientification du surnaturel. Il prend un exemple très concret. Il nous dit Jean-Martin Charcot, au sein de la Pitié-Salpêtrière, quand il utilise l'hypnose, il fait du merveilleux scientifique. Il normalise un phénomène qui était jusque-là surnaturel, c'est-à-dire l'hypnose. Il le médicalise. Donc Maurice Renard, il va emprunter ce terme et de manière très significative, il nous dit en vérité que son roman, quel est son but, une de ses aspirations? C'est de donner dans le roman matière à des choses, à des phénomènes qui tenaient en fait du surnaturel. Vous allez voir dans les nombreux exemples que je vais développer par la suite, être invisible, ça tenait de la supercherie, du surnaturel, du fantasme, la télépathie d'eux-mêmes. Eh bien, dans l'espace du roman merveilleux scientifique, on trouve une explication scientifique complètement extrapolée, mais qui tout d'un coup normalise, scientise quelque chose qui tenait du surnaturel. Et je vous ai mis quelques visuels pour que vous compreniez bien que ce mouvement merveilleux scientifique, en vérité, il témoigne et il irrigue quantité de phénomènes qui avaient lieu au début du XXe. Que ce soit les croyances dans les pouvoirs du radium pour vous rajeunir, que ce soit la communication extraplanétaire, la photographie des auras, le fakirisme, les têtes coupées encore vivantes, et j'en passe, tout cela, non seulement on le retrouve dans les romans merveilleux scientifiques de manière rationalisée, mais non seulement ça inspire et ça témoigne d'un attrait et d'une porosité en fait entre science et pseudoscience. La frontière est extrêmement mince et tous les auteurs merveilleux scientifiques vont s'amuser à sans cesse sauter en fait par-dessus cette frontière d'un côté et de l'autre. Petit résumé donc, que je vous ai plus ou moins déjà dit, le mouvement merveilleux scientifique, l'un de ses buts, c'est donc de rationaliser des phénomènes qui sont dignes du conte de fées ou qui touchent à l'univers de la métapsychie grâce à une découverte scientifique extrapolée. Je vous en ai donné certains exemples. Devenir invisible, pouvoir regarder dans la 4e dimension, pouvoir être télépathe, se miniaturiser, tout cela, ce sont des phénomènes qui touchent à des qualificatifs métapsychiques, pseudo-scientifiques. Eh bien, dans l'univers du roman merveilleux scientifique, tout d'un coup, on y trouve une explication extrêmement rationnelle. Et surtout, deuxième étape de ma petite introduction, c'est qu'effectivement, et de manière significative, le merveilleux scientifique se développe à une époque extrêmement riche, caractérisée par un tournant visuel qui touche à ce qu'on appelle le panoptisme, c'est-à-dire ce désir compulsif de tout voir à tout moment. Et bien de même, grâce à différentes découvertes qui sont survenues à la toute fin du 19e, je pense notamment aux rayons X et à la cinématographie, il y a un tournant visuel, une rupture en fait presque anthropologique qui fait que de nombreux fantasmes vont toucher à l'idée de voir l'invisible, de voir au-delà du visible. Et le merveilleux scientifique, en tant qu'il est construit, irrigué, nourri par son époque, il va évidemment témoigner de cela avec force. Voici donc le plan que je vous propose. On va circuler. Parfois, les exemples vont être assez brefs, parfois un peu plus développés. On va donc voir que le mouvement merveilleux scientifique, son roman s'apparente à un laboratoire de pensée. Je vais développer 2 exemples, la lecture des pensées et le voyage dans le corps humain. Grand 2, je vais vous rappeler que, puisque Maurice Renard est surnommé Charles Perrault moderne, c'est peut-être parce que le roman merveilleux scientifique n'est jamais qu'un conte de fées moderne. Et je vais vous montrer notamment la question de l'invisibilité et de la miniaturisation. Et puis enfin, dans un second temps, je vous parlerai du roman merveilleux scientifique comme un roman métapsychique, voir le temps qui passe, et puis voir l'au-delà. Évidemment, je joue sur les mots volontiers. Il s'agit autant de l'au-delà des fantômes que l'au-delà, voire plus loin que le spectre du visible.
Le roman comme laboratoire de pensée, débutons avec la lecture des pensées. Alors, comme nous sommes à la Cité des Sciences, j'ai fait, non pas un effort, mais j'avais très envie, à chaque fois, vous remettre dans le contexte scientifique et pseudo-scientifique de l'époque, pour que vous compreniez bien que toutes les intrigues romanesques, elles ne sortent pas de nulle part. Les auteurs qui nous accompagnent ce soir, ils étaient de fervents lecteurs de la science illustrée, de la nature, de je sais tout, de lecture pour tous, et ils étaient, je vous ai dit pour certains scientifiques, mais ils étaient tout de même au courant des différentes théories scientifiques, même si parfois ils ne les comprenaient pas très bien. Il y a par exemple un récit dans lequel un des personnages de Maurice Renard rapetisse, et Maurice Renard est persuadé que puisque son personnage est plus petit, le temps passera plus lentement pour lui. Donc on voit qu'effectivement, les théories scientifiques sont parfois un peu fourvoyées, Maurice Renard s'y perd, certains autres auteurs s'y perdent, mais il y a un souhait d'être au goût du jour, d'être à l'écoute des découvertes diverses qui se font. Pourquoi la lecture des pensées ? Voici le contexte. Il va y avoir évidemment la découverte des rayons X en 1995. Pour nous, ça nous paraît un peu désuet, mais quel bouleversement, imaginez donc qu'on puisse tout d'un coup voir au travers du corps, voir ce qui se dissimule à l'insu de son propriétaire. Ça va évidemment provoquer un bouleversement sans commune mesure dans la médecine, dans la recherche médicale et dans la relation du médecin au patient, mais ça va surtout développer en fait un imaginaire totalement délirant autour de la transparence des corps et la visibilité de tout ce qui se cache. On va avoir des pseudo-savants comme Baraduc, comme Darget, qui vont dire de toute évidence, on a découvert les rayons X, on connaît la photographie, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas impressionner les pensées ? Il s'agit de trouver les rayons appropriés. Eh bien, certains vont parler de rayons N, d'autres vont parler de rayons V, et Baraduc et Darget vont prétendre être parvenus, vous le voyez ici, une petite captation très étrange d'une pensée, ils seraient prétendument parvenus à photographier, impressionner les pensées du cobaye. Et puis, je vous parlais un petit peu plus tôt du roman expérimental. Il faut bien se dire que si ce thème de la lecture des pensées a été aussi intéressant pour les auteurs de l'époque, c'est aussi parce que dans le roman naturaliste et dans le roman expérimental, on avait ce fantasme du discours indirect libre, cette envie de penser l'espace du roman comme une maison de verre, l'expression est d'Émile Zola, cette idée un peu à la Georges Perec plus tard, de pouvoir voir la totalité de la maison, la totalité des pensées, en une seule fois, en un seul regard. Premier exemple de lecture des pensées. Alors, il s'agit d'un texte qui s'appelle Nun Legos de Raoul Bigot, publié en 1918. Vous avez une illustration qui vous montre un savant à l'arrière, avec de drôles de lunettes prismatiques. Devant lui, c'est un condamné, c'est Charflan, qui a prétendument tué quelqu'un. Et à côté de lui, c'est un juge qui espère en fait que cette drôle de caisse posée sur sa tête permette de lire ses pensées et, vous le devinez, de vérifier sa culpabilité. Là, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que nous dit Raoul Bigot, qui était un chimiste? Qu'est-ce qu'il nous dit avec ce texte? Il nous dit, en fait, la technologie, les innovations, elles vont nous permettre non plus l'interprétation, mais tout simplement la vérité vraie, montrée devant nos yeux grâce à la technologie. Alors, comme tous ces auteurs, ils se plaisent à montrer les limites de la technologie, il va nous dire, en fait, dans ce récit, qu'il ne suffit pas de photographier la pensée. La pensée, elle ne s'offre pas à nos yeux nus. Elle est compliquée, elle est complexe, elle est codée. Alors vous voyez ce pauvre savant avec ses lunettes prismatiques. En fait, il y a des émanations, des espèces d'intensité électrique, alors ce n'est pas très bien décrit chez Raoul Bigot, qui vont émaner de la tête de Charflan. Et le savant à l'arrière, il doit le plus vite possible, dans un langage qu'il est le seul à connaître, un langage sténographe en fait, recopier les émanations qu'il voit sortir du crâne du personnage. Il va ensuite les lire à voix haute pour le juge qui est devant lui, et évidemment, vous voyez bien que cet idéal d'objectivité, c'est donc impossible. Parce qu'on a à la fois captation, visualisation, traduction et retraduction pour le personnage qui se trouve dans la salle. Je saute la citation. On a un autre texte qui nous montre que en fait, ce fantasme de lire les pensées, il est tout simplement impossible et que la technologie ne va pas nous ouvrir les portes de notre intimité, de notre psyché. C'est André Mauroy, l'académicien, qui en 1937 dans Marianne, et le dessin est réalisé par Vercors, qui sous le nom de Jean Bruleur du coup réalise cette illustration, il nous dit en fait que son savant est parvenu à créer un psychographe.
Alors, il ne s'agit pas d'aller photographier ce qui se passe dans vos cerveaux. Il s'agit en vérité, grâce à une invention qui ressemble un peu à un pistolet, il s'agit d'aller capter les mouvements gutturaux buccaux parce qu'il prétend que, en fait, quand vous pensez, vous murmurez tout bas dans votre gorge le fond de votre pensée. Alors jusque-là, pourquoi pas? Il suffit d'amplifier le son. Mais en vérité, le savant, il peine parce qu'il nous dit, non, déjà il y a des bruits parasites, je n'entends pas tout, et surtout, la pensée n'est jamais unique. Elle est associée à des images qui sont projetées dans la tête de celui qui est en train de penser. En plus de cela, évidemment, une pensée peut être une rêverie, une médisance, un fantasme. La pensée ne dit pas forcément le vrai. Et donc, ce bon André Mauroy présente exactement le même problème que Raoul Bigot. On veut photographier la pensée, mais en vérité, cette pensée, non seulement elle s'offre de manière cryptique et codée, mais même quand on arrive à la percevoir de manière littérale, elle ne dira jamais le vrai. Et si tout ça vous intéresse, il y a eu de nombreux essais en fait, d'histoire des sciences. Je pense notamment à Lorraine Daston, qui a écrit l'histoire de l'objectivité. Et du coup, c'est très intéressant de relire ces textes merveilleux scientifiques en se rendant compte qu'ils nous disent quelque chose de la vision des limitations technologiques qu'on pouvait avoir à l'époque. Je vous ai mis un petit dessin amusant de Raoul Tomen qui imagine l'idéoscope ou le cinématographe de la pensée. Alors là, le titre est extrêmement transparent. On comprend bien que c'est l'imaginaire de la cinématographie qui est associé à celui de la captation des pensées. Et ici, c'est une espèce de ventouse qu'on se colle sur le front. Et grâce à ça, on peut voir la pensée secrète. Alors vous voyez que chez Raoul Tomen, il y a une espèce de confusion parce que c'est toujours des dormeurs. Et donc, il s'agit quoi? De leurs rêves, de leurs pensées secrètes. En fait, il en fait un espèce de gloubi-boulga amusant, parce qu'ici, évidemment, dans le Pêle-Mêle, je ne vous l'ai pas mis, c'est le Pêle-Mêle, mais c'est un journal humoristique, donc il s'agit simplement de faire rire le lecteur. Autre exemple, toujours de cette tentation de voir la totalité, cette tentation panoptique. Je vous avais parlé en petite introduction de partie de la question de voir au travers des corps. Eh bien, de même, si l'on voit au travers des corps, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas simplement s'y promener ? Le contexte est favorable, vous avez de nombreuses découvertes. Vous avez, par exemple, dans la science amusante, la diaphanoscopie, cette idée de mettre un élément lumineux dans un poisson notamment, pour voir totalement l'organisation de l'animal grâce à... si par exemple vous mettez votre main près d'une lampe, vous avez cet effet rougeoyant et vous voyez des éléments internes. C'est la même chose avec la diaphanoscopie. Et aussi, ce thème de la miniaturisation et du voyage intérieur, il apparaît dans la publicité suggestive à l'époque, dans beaucoup de publicités de médicaments, mais aussi dans la vulgarisation scientifique. Je vous ai mis par exemple Jean Massé, qui en 61 s'adresse à une petite fille et lui décrit le cheminement d'une mie de pain en fait dans son estomac, comme s'il était un petit personnage à l'intérieur du corps. Et puis les livres à Volvel, qu'est-ce que c'est? Ce sont de très beaux livres au début du XXe qui vous permettent de soulever des pans, comme si vous opériez en fait une dissection d'un corps devant vous, mais aussi comme si vous descendiez dans la chair. Vous avez un exemple très paradigmatique de ça, c'est le docteur Augustin Galopin. Il y a eu plusieurs rééditions du texte, en 75, en 82, en 28. Il nous propose les excursions du petit pousset dans le corps humain. Le titre est extrêmement alléchant. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que tout de même, il y a une référence au petit pousset. On ne se détache pas totalement du conte de fées. Et véritablement, c'est une fée qui vient voir Pousset, qui lui donne une espèce de poussière pour rapetisser, et Pousset va voir le fils du médecin Augustin Galopin et lui propose tous les jours une exploration du corps humain concentrée sur un espace différent. Ce qui est intéressant avec cette couverture, c'est que vous voyez bien qu'il y a une référence explicite à la phrénologie, à la cranioscopie, à l'idée que nos cerveaux, en fait, c'est ce qu'on appelle une somatotopie. Le cerveau est découpé en zones, et ces zones conditionnent différents aspects de notre personnalité. Ici, vous voyez écrit donc hygiène, physiologie, etc. dans le crâne découpé. C'est une vue en coupe, donc on reprend aussi une iconographie typique de la médecine. Et ce qu'ambitionne ici de dire Galopin, c'est peut-être tout bêtement qu'en se promenant dans le corps humain aux côtés de son fils, eh bien, on pourra nous-mêmes mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Ce texte est plutôt à valeur didactique, mais il mérite tout de même d'être intégré au corpus merveilleux scientifique. C'est en particulier la réédition de 1928 chez Albin Michel qui me semble absolument magnifique. Vous voyez peut-être, je l'espère, depuis vos places, les deux petits personnages
qui chaque fois se promènent dans la trachée, dans le larynx, un petit peu, voilà, ces personnages qui ont quelque chose de Gustave Doré. En fin de compte, cet héritage, il est indéniable, hein. On les voit en train de se promener dans ces vues en coupe, ces vues anatomiques qui, encore une fois, vous le voyez, empruntent véritablement au discours visuel médical, mais créent un parasitage, une hybridation visuelle par la présence des personnages qui sont en train de se promener à l'intérieur de ces coupes et de ces organes. Très souvent, le voyage dans le corps humain, c'est un prétexte humoristique. Vous en avez un exemple ici, avec Georges Delot, Voyage au centre de la tête, qui, à chaque fois, vous voyez les formes typifiées, hein, un cœur, un poumon, il imagine qu'un cicéronné emmène son élève dans le corps humain et lui fait rencontrer un tas d'allégories et de proverbes. Quand il est dans la tête, il va rencontrer le mal de tête. Quand il est dans le cœur, il va rencontrer le mal de cœur. Il va rencontrer les pompiers qui s'activent à faire tourner les pompes. Donc, ce qui est assez drôle avec cette petite historiette qui se découpe en différents épisodes, c'est qu'en fait, on va voir allégoriser des phénomènes corporels, des phénomènes biologiques, organiques, grâce à des proverbes et des allégories. Sensiblement, on se rend compte que dans ce genre de récit, il y a l'influence indéniable de l'homéostasie de Claude Bernard, cette idée que pour que le corps fonctionne, il faut que la totalité des parties du corps humain fonctionnent de pair. Il faut que la tête fonctionne avec les bras, avec les poumons, avec le cœur. Et du coup, Delot, comme beaucoup d'autres avant lui, va imaginer qu'il y a des petits bonhommes à l'intérieur de nos corps qui s'activent pour que tout fonctionne correctement. Cet imaginaire, vous le voyez, je vous l'ai remis à côté, il dérive en grande partie de la publicité suggestive qui, très souvent, dans la presse de l'époque, on est toujours dans des presses à grand tirage, hein, Le Matin, L'Intransigeant, etc., imagine soit un policier qui fait circuler l'air de manière extrêmement littérale, ou encore, vous avez ici des mineurs qui retirent la bile du foie. Voici donc pour le voyage intérieur. Vous voyez quand même sensiblement qu'on tirait déjà vers le conte de fées moderne. Tout ça n'est pas hermétique. Et j'en viens donc à la manière dont le récit merveilleux scientifique s'apparente aussi à une forme de conte de fées moderne. Je vous le disais en introduction, Maurice Renard et ses pairs ambitionnent pour beaucoup de rationaliser des phénomènes qui étaient présents dans le conte de fées. Vous aviez le chapeau de lutin, vous aviez l'anneau de Gigès, vous aviez le miroir de La Belle et la Bête dans Madame le Prince de Beaumont. Eh bien, dans le récit merveilleux scientifique, vous avez une découverte technologique, vous avez une innovation, vous avez une invention. Tout cela participe à rendre crédible et concevable ce qui ne tenait en fait que du fantasme et de la magie dans le conte de fées. Ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que dans le conte de fées, on a un attachement très fort à ce qu'on appelle les adjuvants, notamment les objets. Je vous le disais, ça peut être un tapis volant, ça peut être un miroir, ça peut être une cape, un chapeau. Tout ça, c'est très important. Ce sont des marqueurs importants dans le conte de fées. Et ils réapparaissent dans le récit merveilleux scientifique, mais sous la forme de machines, sous la forme de médias, sous la forme d'inventions. La première scansion que je vous propose, c'est celle du devenir invisible. Le contexte, toujours, est extrêmement favorable, puisqu'à la même époque, au début des années 1900, on va faire de nombreuses recherches autour de la notion de camouflage et de mimétisme, notamment chez les animaux. C'est Taillard, notamment, qui va produire de nombreux opuscules, qui va aller dans la nature, qui va découper des pochoirs, découper des formes, pour essayer de comprendre comment ça se fait que des animaux, en fait, se soustraient tout simplement à notre vue. De là, il va faire le distinguo, sur lequel je reviendrai ensuite, entre mimèse et mimétisme. La mimèse, eh bien, on est capable en fait de disparaître totalement dans l'environnement. Une chouette qui se met contre l'écorce d'un arbre, elle n'est plus visible. Elle a utilisé le principe de la mimèse. À l'inverse, un papillon qui va écarter ses ailes et prendre l'apparence d'une grenouille toxique, par exemple, elle fait état du mimétisme. Ce sont deux phénomènes différents qui touchent à l'imaginaire du camouflage et qui fascinent. Vous le voyez bien là avec les insectes qui se camouflent, c'est un peu coupé. Il y a une fascination très forte dans toutes les revues encyclopédiques de l'époque. C'est des revues qui étaient éditées notamment par Pierre Lafitte et par d'autres, extrêmement lues par les Français. Et donc tout ça, ça se diffuse dans l'imaginaire populaire. Il faut savoir aussi qu'à l'approche de la Première Guerre mondiale, on va créer en 1915 une section camouflage dont l'emblème n'était autre qu'un caméléon. Et cette section camouflage, elle va comporter de nombreux peintres,
même des dessinateurs qu'on retrouvera un petit peu plus loin, Espagna, et elle va participer donc à un imaginaire de la disparition, un imaginaire de la dissimulation. Et puis des savants, même très très ambitieux, comme Vassiliev, un russe, va tenter de mettre au point une gelée qui permettrait de rendre parfaitement transparente la peau pour qu'on puisse mirer les organes sans avoir à ouvrir à l'aide d'un scalpel. Je vous l'ai déjà expliqué donc cette notion de mimèse contre le mimétisme, tout ce qui touche au camouflage, et je vous ai mis ici 2 exemples qui me paraissent particulièrement éloquents. Espagna, que vous voyez un petit peu plus haut, l'homme caméléon, c'est intéressant parce qu'il a fait partie lui-même de la section camouflage. Dans son récit L'homme caméléon, il imagine qu'un de ses personnages phares, qui s'appelle Marius Galéjade, qui est un menteur invétéré, il raconte qu'il est tombé en fait sur une île et qu'il a été attaqué par une dangereuse tribu. Pour survivre sur cette île, il ne lui a suffi qu'à prendre la peau d'un caméléon, de s'en revêtir, et au fil de son récit, il est parvenu alternativement à faire état de mimèse et de mimétisme. Dans le premier cas, il va tout simplement prendre la couleur d'un rocher et la tribu qui s'apprête à l'attaquer ne le voit plus. Dans le second cas, il va prendre un roseau, il va prendre la couleur de ce qui l'environne et la tribu qui s'apprête à l'attaquer va croire qu'il s'agit d'un gros caméléon qu'ils n'ont jamais vu. Donc c'est intéressant de voir comment Espagna a une vision assez fine de ce qu'est la mimèse, de ce qu'est le mimétisme et de toutes ces notions de camouflage. Et c'est très certainement le passage qu'il a fait dans la section camouflage qui a influencé la prédominance de cette thématique dans ses BD. Un autre exemple, c'est Assis, qui est un dessinateur très récurrent dans les récits sous images qui a été publié surtout dans des revues jeunesse, des illustrés jeunesse, comme Les Belles Images, La Jeunesse illustrée, Le Jeudi de la jeunesse, extrêmement lu par les enfants évidemment, mais aussi beaucoup par les adultes. Et donc, dans ce récit qui s'appelle Une invention bizarre, il imagine qu'un entomologiste est parvenu à synthétiser en fait le suc d'un insecte qui se camoufle. Je fais donc écho à toutes ces recherches qui étaient faites sur les insectes camoufleurs. Pas de chance pour ce savant, eh bien, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Le dessinateur nous le fait bien ressentir, puisque vous voyez bien que le personnage ne disparaît jamais totalement aux yeux, il reste visible par un dessin ou trait. Dans cette petite BD, dans ce récit sous image, le pauvre savant, vous ne l'avez malheureusement pas ici en entier, va faire peur à ses amis, puisqu'en devenant vert, ils se disent « Oh là là, il a une drôle de maladie ». Il va passer dans un nuage de fumée, devenir tout noir, et donc la femme qu'il convoite va dire de manière extrêmement raciste, hein, c'est une époque propice à ça, va dire « Oh là là, un nègre au secours ». Et donc, voilà, d'étape en étape, il va sans cesse se heurter à des déconvenus, puisque tout ce qu'il voulait, c'était devenir invisible, c'est-à-dire indétectable, et en vérité, il est toujours détectable et confondu avec autre chose. Ce n'est absolument pas ce qu'il voulait. Heureusement pour lui, et c'est souvent le cas à la fin de ces petites historiettes comiques, ce n'était donc qu'un mauvais rêve, il n'y a pas de mauvais sang à se faire. Je vous ai parlé donc de l'homme qui se camoufle, de l'homme qui se cache, de l'homme qui épouse d'autres formes. Et bien de même, on a des hommes parfaitement transparents. Je vous ai mis plusieurs exemples parce qu'il est intéressant de remarquer que les illustrateurs se posent vraiment la question de comment représenter un homme invisible. Est-ce qu'on le dessine au trait, comme Henri Kubnik? Est-ce qu'au contraire, on le dessine comme un nuage de fumée, comme le propose Georges Conrad sur la couverture de Louis Bousnard, Monsieur Rien, aventure extraordinaire d'un homme invisible? Est-ce qu'au contraire, influencé par Wells, on ne montre que ses vêtements qui flottent dans l'espace? Alors là, évidemment, vous vous doutez que l'influence de Wells est vraiment puissante sur la pérennisation de ce motif littéraire. On le retrouve vraiment quand on lit les critiques de l'époque. En fait, on a très souvent des dessinateurs qui vont dessiner seulement les vêtements qui flottent. Et quand ils décrivent le film qui a été adapté de L'Homme Invisible, c'est toujours cette anecdote qui les frappe, en fait. Cette idée que l'homme invisible, en vérité, est toujours visible puisqu'il est trahi par le fait qu'il est palpable. Dès lors qu'il peut toucher des éléments et les manipuler, eh bien, il laissera une trace. Donc, il n'est pas invisible, il est seulement impalpable. Et pour vous montrer en fait l'impact qu'aura H.G. Wells sur tout simplement l'imaginaire merveilleux scientifique, je vous ai mis le petit film de Secundo Deschomón, Le voleur invisible, et c'est dommage là qu'on ne puisse pas le projeter, mais je vais vous le résumer, dans lequel un voleur en fait lit le roman de Wells au tout début du film muet,
et c'est parce qu'il le lit qu'il trouve la recette pour devenir invisible. Et évidemment, comme c'est un film à visée comique, il va voler, frapper les policiers, se dissimuler pour échapper à la capture. Toujours dans cette question du conte de fées, on a un autre fantasme qui va toucher à la miniaturisation. Alors cette miniaturisation, elle procède de nombreuses irrigations de l'époque, notamment le thème du voyage autour de ma chambre. Alors c'est Arthur Mangin qui propose dans ce texte d'imaginer les divagations de l'esprit de son personnage, qui est reclus chez lui, confiné presque, et qui, en fait, par l'esprit, voyage loin, 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 grâce à ce qu'il regarde et grâce à ce qu'il imagine. De même, on va avoir de nombreux fakirs qui prétendent, parmi tous leurs pouvoirs, la télépathie, la lévitation, etc., l'anabiose, la catalepsie. Ils prétendent être capables de se miniaturiser, de se réduire à presque rien. Il faut savoir qu'à partir des années 1880, on va avoir de très nombreux voyageurs, comme Jacques Olliot, comme Bosc, etc., qui reviennent d'Inde avec, dans leurs valises, des récits de voyage qui décrivent tous les prodiges et les phénomènes des fakirs. Donc tout ça, ça va créer un tournant en fait dans un imaginaire merveilleux scientifique. Ça va alimenter des thématiques qui touchent aussi à l'orientalisme, à l'estrangement et à de nouvelles facultés qui ne sont pas forcément des facultés métapsychiques, mais plus orientales. Et puis aussi, ça vous permettra de mieux comprendre l'exemple que je vais développer ensuite. Constant Crépeau, lui, il prétend qu'à l'aide d'une cloche, électrisée, magnétisée, les explications divergent pas mal, eh ben, il est capable d'agrandir, parfois de miniaturiser, mais surtout d'agrandir en des tailles complètement délirantes, les légumes qui sont à sa disposition. Et précisément, c'est une cloche que vous retrouvez dans le récit toujours plus petit d'Albert Blenard, qui était un chimiste de profession. Dans ce récit, Albert Blenard, eh bien, il dit que pour faire un voyage, pour faire une expérience nouvelle, il n'y a qu'à rester parfaitement immobile. Il n'y a pas à aller bien loin, il suffit d'aller sous cette cloche que vous voyez donc en deuxième position, et chaque jour, les petits personnages qui sont donc des scientifiques rapetissent toujours un peu plus pour aller voir le monde des insectes, le monde des microbes, le monde des atomes. Vous avez tout au bout un exemple des petits voyageurs tout petits, je ne sais pas si vous les voyez et si je vais arriver à utiliser le laser. Ça devrait marcher. Bon, c'est pas très grave, vous devez les voir tout en bas. Ils revêtent des petites combinaisons et quand on voit cette illustration qui est réalisée par Charles Cléris, on fait évidemment le lien avec certaines illustrations qui étaient contenues notamment dans les Voyages extraordinaires de Jules Verne. Ça fait quand même pas mal penser à 20 milieux sous les mers et à d'autres illustrations de ce type qui étaient aussi réalisées par des illustrateurs proches de Charles Cléris, si ce n'est Charles Cléris lui-même. Je n'ai pas mis l'image, mais le clin d'œil veut que les animalcules que vous voyez ici représentés, les rotifères que vous voyez ici, eh bien, ils sont tirés d'un ouvrage scientifique de Wilfrid de Fonvielle, Les merveilles de l'invisible, qui faisait donc partie de la bibliothèque de l'invisible. Donc c'est intéressant, encore une fois, j'avais insisté un petit peu sur la question de l'hybridation, hybridation qui est présente dans l'expression merveilleux scientifique, hybridation qui était présente dans le voyage dans le corps humain, des vues anatomiques scientifiques avec la perturbation du petit personnage. Eh bien, on a le même procédé ici, les petits personnages dans le coin droit de l'image, et puis une représentation absolument concevable et crédible des rotifères qui flottent dans l'eau que viennent découvrir les personnages. Ce qui est amusant, et c'est là où je vous renvoie à la première image qui montre la main géante s'apprêtant à attraper les trois petits personnages, vous voyez qu'ils sont sur une lamelle de microscope. Pourquoi ? C'est parce qu'en vérité, le savant qui les a rapetissés, qui est un fakir, la boucle est bouclée, le savant Alaric, en fait, il ne les a jamais fait rapetisser. C'est un canular. Tous les jours, il les faisait asseoir et les hypnotisait pour leur faire croire qu'ils avaient réalisé ce fabuleux voyage. Et vous voyez bien que nos personnages, devant cette main absolument terrifiante, le changement d'échelle, eh bien, ils sont posés sur une lamelle. Et ça nous résume bien, en fait, l'ambition du roman merveilleux scientifique. Je vous le disais. De même qu'Émile Zola aspirait à faire de son roman un espace dans lequel mesurer la manière dont le milieu influence les personnages, dont l'atavisme influence les personnages,
Émile Zola, il nous disait bien que dans le monde réel, on ne peut pas briser la jambe de son personnage, on ne peut pas lui donner une horrible filiation. Mais dans l'espace du roman, on le peut. Et on peut précisément voir ce qui découle de manière logique de ces modifications que place volontairement le romancier. Et bien de même ici, l'illustrateur nous témoigne en fait de cet aspect-là. Le feuilleton, la nouvelle, le roman merveilleux scientifique nous propose à nous, lecteurs, une expérience de pensée. Et c'est précisément par ce que vont vivre ces personnages, cette expérience irréelle, mais pourtant concevable, que l'auteur et le lecteur vont imaginer toutes les suites possibles de la miniaturisation. Autre exemple, pour toujours tirer le fil, vous montrant que la miniaturisation est un exemple efficient d'expérience de pensée, eh bien, on va avoir d'autres illustrateurs et d'autres auteurs qui vont emprunter le motif de la miniaturisation et le mettre dans un contexte de vulgarisation scientifique. Le peintre Lucien Rudeau, qui a notamment collaboré avec Camille Flammarion pour représenter des vues planétaires, des vues de Mars, il propose dans l'article « Les paysages que nous écrasons » des macro-photographies. Ce sont des vraies macro-photographies prises dans un jardin. Il a pris en gros plan des pommes de pin, il a pris des herbes, il a pris voilà, le paysage tel que nous connaissons, mais agrandi. Et à chaque fois, sur ces différentes illustrations qui accompagnent, attention, un article de vulgarisation scientifique, il a peint soigneusement un petit randonneur que vous voyez ici avec sa canne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, Lucien Rudeau, dans cet article de vulgarisation, dès le début, il nous dit « Imaginons un homme qui fait la taille d'un œuf de fourmi, on le suit à la loupe dans ses différentes pérégrinations. » C'est intéressant ici de voir que cet article scientifique, évidemment, ce n'est pas un article merveilleux scientifique, mais c'est un article qui épouse la forme du merveilleux scientifique pour que son lecteur, en fait, chemine de concert avec Lucien Rudeau pour vraiment s'imaginer véritablement qu'il est rapetissé. De cette façon, en fait, puisque le lecteur a une accoutumance avec les procédés littéraires du merveilleux scientifique, Lucien Rudeau est en capacité à la fois d'intéresser davantage son lecteur, mais aussi de lui faire mieux comprendre ce qu'il aspire à lui représenter. De même, si on veut tirer ce fil-là, Lucien Rudeau veut faire ressentir à son lecteur un sentiment d'étrangement. Ce sentiment d'éloignement à soi, qui en fait serait tout à fait le sentiment qui nous étreindrait si tout d'un coup on était face à des scènes sublimes de quelques gouttes d'eau qui deviennent cascades, des brins d'herbe qui deviennent forêts. On serait de même tétanisé, étonné, complètement ravi par le spectacle qui est devant nos yeux. Eh bien, pour faire mieux comprendre ça, et pour quelque part mobiliser cette poésie, ce que Réaumur appelait le merveilleux vrai des insectes, eh bien, pour vraiment faire ressentir cette magie, cette magnificence de l'infiniment petit qu'on ne peut découvrir précisément qu'avec les macrophotographies, Lucien Rudeau décide de ne pas simplement mettre des macrophotographies, mais de les illustrer et de forcer le lecteur à s'imaginer le voyage d'un petit homme, le voyage immobile de ce personnage. Un autre auteur qui est vraiment merveilleux scientifique cette fois et qui va épouser ce procédé de vulgarisation, c'est René Thévenin. René Thévenin est un romancier d'aventure et il va se plaire, en fait, dans la revue qui s'appelle Science et Voyage, à proposer dans quelques numéros un article totalement de vulgarisation scientifique où il imagine en fait les limitations de l'homme et il les présente d'article en article. L'homme n'entend pas aussi bien que la chouette, l'homme nanana. Il présente différents exemples. Et puis de manière totalement inattendue, à la fin de cet article, il va écrire un feuilleton dans lequel, exactement comme le fait Lucien Rudeau, de manière un petit peu, de manière presque divine, en fait, il dit « Imaginons un petit homme qui a telle taille et que je mets à tel endroit, et nous allons suivre ses pérégrinations. » C'est assez intéressant en fait de voir que dans tous ces cas, il va s'agir vraiment d'imaginer l'espace de l'article, non plus comme un exposé didactique, mais comme une paillasse de laboratoire, et surtout comme un récit de fiction. Pour ces penseurs, il leur faut fictionnaliser leur article scientifique pour capter le lecteur, mais aussi peut-être pour mieux faire comprendre des phénomènes. Et ce qui est intéressant, quand on lit ce feuilleton, si le monde n'était pas ce qu'il est, c'est qu'à chaque fois, le petit personnage, il est complètement terrorisé par ce qu'il voit, puisqu'en fait, il ne sait pas qu'il a été miniaturisé. Il ne comprend pas que les échelles ont changé,
Et donc, quand il voit un lézard, il pense que c'est un dinosaure. Quand il voit une goutte d'eau tomber, il pense que c'est le déluge mythologique et donc qu'il est revenu à des temps immémoriaux. Et puis, quand il voit une libellule, évidemment, il est absolument terrorisé. On en vient donc à la troisième scansion. Vous voyez bien qu'évidemment, tout ça, ce sont des vases communicants. Donc, le conte de fées ne peut se penser sans le roman expérimental et ne peut se penser sans le roman métapsychique. Donc, on en vient ici à évoquer le qualificatif de merveilleux scientifique sans trait d'union, puisque sensiblement, le roman merveilleux scientifique a été influencé par la montée en force des pseudosciences au début du XXe siècle. L'une de ces tentations, panoptiques toujours, c'est celle de voir le temps qui passe. Elle dérive de quoi? Eh bien, elle dérive à la fois de spéculations scientifiques et de spéculations pseudo-scientifiques. D'une part, vous avez tout ce qui touche au spiritisme, à la métagnomie, cette idée de voir ce qui n'est pas devant nos yeux, voir sans les yeux, voir au travers des murs, voir d'autres manières que par nos sens communs. Mais il y a aussi cette idée de la psychométrie. Alors, qu'est-ce que c'est la psychométrie? Camille Flammarion, notamment, le présente dans Les Maisons hantées en 1923. C'est l'idée qu'il existe des personnes sensitives qui sont capables, par imposition des mains ou du front, les explications divergent, de voir par flash, par sentiment, par frisson, une image du temps passé. Alors, tout ça, évidemment, c'est extrapolé. Ça touche au surnaturel, ça touche aux spéculations. Mais pour autant, on a différents dispositifs contemporains qui permettent d'imaginer ce qu'on appelle la rétrocognition. Si l'on pense à la cinématographie, dont on peut mettre à l'envers la pellicule, ou si l'on pense au folioscope, qui par un mouvement du pouce permet d'aller plus vite ou en arrière par rapport aux différentes captations, on est totalement dans des dispositifs de psychométrie. C'est donc bien la technique et les dispositifs qui rendent concevable ce qui ne touche qu'à des spéculations surnaturelles. En ce qui concerne la chronoscopie, toujours Camille Flammarion, qui est une figure vraiment intéressante, il y a eu différentes biographies qui lui sont consacrées si vous voulez les lire. Camille Flammarion, astronome, savant très sérieux, c'était un grand adepte des tables tournantes et du spiritisme. Dans son récit L'Humaine, qui date de 1873, il nous raconte que l'Humaine, placé sur une planète lointaine de Copela, il est capable de voir, grâce au ralentissement de déplacement de la lumière, il est capable de voir des scènes du passé, dès lors qu'un écran permet de projeter sur sa surface ces images captées du passé. Donc chronoscopie et psychométrie vont nourrir cette idée de voir le temps. Un des textes très exemplaires de cette ambition, c'est Le Maître de la Lumière de Maurice Renard, qui en 1933 raconte qu'un héros découvre que la maison d'un de ses aïeuls est recouverte au niveau de sa fenêtre d'une luminite. Alors c'est une matière totalement imaginaire, mais elle est capable d'inscrire à sa surface tout simplement ce qui s'est passé devant sa fenêtre monde il y a un siècle. Et pour revoir ces scènes, eh bien, il faut détacher les différents feuillets de la fenêtre. Je vous renvoie donc au folioscope, dans ce dispositif du livre que l'on peut feuilleter, contourner, aller plus vite, aller en arrière. Et surtout, Maurice Renard, quand on lit les descriptions, nous renvoie aussi à la dendrochronologie. Donc vous voyez qu'on a un imaginaire à la fois scientifique, pseudo-scientifique, la connaissance très approximative à l'époque de la vitesse de déplacement de la lumière. Tout ça, ça nourrit un fantasme tout simplement de la visibilité du temps. Et juste en dessous, vous avez Marcel Roland sur le mur. L'influence de la psychométrie est patente, puisque dans ce récit, c'est un pauvre savant dont la fille est décédée. Et en fait, alors c'est pas très bien expliqué, mais on suppose que grâce à un appareil qui bombarde un mur de rayons, eh bien, puisque la maison a une mémoire, il est capable de voir la scène de la mort de sa fille, et elle est tout simplement décédée parce qu'elle était amoureuse de manière non réciproque d'un aide, d'un assistant de son père. Vous avez un autre thème qui va être très persistant en fait à cette époque, c'est celui notamment, je vais revenir dessus, des optogrammes. Alors qu'est-ce que c'est l'optogramme? C'est une autre manière en fait de voir le temps qui passe, et il y a donc un contexte qui permet son émergence. Ici, le florilège est assez riche. Il y a évidemment l'amélioration de tout ce qu'on appelle la forensique. Il faut bien se dire qu'à l'époque, on a notamment Alphonse Bertillon qui va mesurer
classer les criminels pour les reconnaître de manière certaine. On va avoir aussi la photographie de crime, la photographie judiciaire, donc vraiment cette idée que les crimes peuvent être mesurés, classés, et l'ambition de l'optogramme, vous le verrez, c'est même de pouvoir dénoncer un criminel grâce à son image. Autour de l'imaginaire de l'œil, on va avoir de nombreuses découvertes qui sont faites en optique physiologique, qui touchent notamment à l'iridologie, cette idée que dans votre œil, il y a toute votre santé qui est en fait cristallisée, puisque l'œil est découpé en zones à laquelle correspondent à chaque fois une pathologie. Mais surtout, ce qui est absolument fascinant avec les optogrammes, c'est que avant même qu'on comprenne véritablement comment fonctionne l'œil de l'homme, il y avait déjà des récits plus ou moins d'optogrammes qui étaient écrits. L'optogramme, ça consiste à imprimer la dernière image qui s'est tout simplement impressionnée sur votre rétine et donc de tirer la photographie de votre assassin. Puisque si vous êtes mort de manière suffisamment utile, eh bien, une lumière très vive a impressionné sur la rétine la toute dernière image. Ce qui va donner lieu à un imaginaire très vif, c'est qu'en 1977, Kuhn et Boll vont comprendre comment fonctionne la rhodopsine, le pourpre rétinien que contient notre œil. Jusque-là, on pensait que l'œil, il fonctionnait comme une caméra obscura, comme une lanterne, comme une chambre noire. Et quand on découvre en fait l'existence du pourpre rétinien dans l'œil, eh bien, on comprend que le pourpre rétinien, sous l'action de la lumière, il blanchit, et donc l'œil fonctionne comme un laboratoire de photographie. Et de là, des romanciers sont très heureux d'imaginer des récits dans lesquels il suffit d'imprimer la dernière image sur la rétine pour découvrir le criminel. Mais je vous le disais bien, avec la lecture des pensées, la technologie, elle a toujours ses limites. Et les romanciers se plaisent à le montrer. Et bien dès lors, dans les frères Kipp, on va avoir une photographie post-mortem et on voit le portrait des assassins cachés dans l'œil. Donc ça paraît simple jusque-là. Mais dans l'accusateur de Jules Claretti, ce n'est pas du tout l'assassin qu'on a imprimé grâce à la rétine. C'est en vérité la photo que tenait la victime, car c'était son meilleur ami, et il voulait lancer un dernier regard avant de mourir. Donc de fait, même ces images qu'on peut qualifier d'acairopoiettes, c'est-à-dire non faites de main d'homme, puisque c'est votre corps qui l'a impressionné et non un photographe, eh bien elles sont nécessairement trompeuses. Et encore une fois, ces romans merveilleux scientifiques soulignent les limites de la technique. Je saute sur cet exemple pour venir à ma toute dernière scansion de manière assez brève. Cette question de voir l'au-delà, ça va être aussi persistant dans les thématiques du roman merveilleux scientifique. Ça va dériver en grande partie des améliorations et des découvertes faites dans ce qu'on appelle l'optique physiologique, c'est-à-dire qu'en fait, on prend conscience que dans votre œil, il se passe des phénomènes qui parfois peuvent être impressionnés au dehors de votre œil. Par exemple, quand vous regardez le bleu du ciel et que vous voyez les petits verres, ce ne sont pas du tout des choses qui sont en train de se passer dans le ciel, c'est en vérité les débris dans votre œil qui sont projetés hors de l'œil par un phénomène d'ombre projetée. Eh bien ça va avoir un certain florissement dans les récits merveilleux scientifiques, de même que l'arbre vasculaire de Purkinje, cette idée de l'arbre mort, on voit en fait le reflet d'un arbre qui ne sont jamais que la vascularisation dans votre œil, ça va nourrir notamment des illustrations. Vous avez ici l'homme truqué, cet homme qui reçoit des électroscopes à la place des yeux, cet aveugle qui est donc doté d'une vision augmentée. Il est capable de voir à la fois l'électricité, et c'est donc les corps nerveux des personnages qu'il voit, c'est leur réseau électrique interne, mais surtout, vous le voyez sur la couverture de Louis Bailly au milieu, il découvre, bien malgré lui, que nous sommes totalement aveugles à la réalité. Nous ne voyons pas tout autour de nous ces espèces de bulles terrifiantes, complètement délétères, qui sont encore plus dangereuses pour nous que des microbes. Ces bulles sont capables de nous tuer et peut-être même de nous manipuler. Donc l'homme truqué qui dérive de nombreuses expériences qui sont faites après la Première Guerre mondiale sur le fait de rendre la vision aux blessés de guerre. On essayait avec l'électricité de leur rendre la vision à ces aveugles. Eh bien l'homme truqué tire le fil plus loin, c'est bien le propre du merveilleux scientifique, et nous dit que peut-être que si l'on dote un homme d'électroscope, il sera capable de voir l'électricité, mais c'est à ses propres dépens, en fait, d'aller voir ce qui se passe dans ce nouveau monde. Et puis, dernier exemple, c'est un autre pauvre malheureux blessé qui se retrouve avec un grain de radium dans l'œil. Et dans ce récit de Guy de Terramont, L'homme qui voit à travers les murailles, eh ben, le pauvre Lucien Delorme, il arrive à résoudre des crimes dans un premier temps, puisqu'il voit à travers les murs, il voit à travers les coffres-forts. Vous voyez qu'évidemment, dans le théâtre de music-hall, et notamment le théâtre Robert Houdin, on avait de nombreux spectacles qui utilisaient les rayons X pour divertir le public.
Donc, il est fort probable que Guy de Terramont ait vu un tel spectacle. Vous remarquez aussi que sur la couverture, Henri Armengol s'est amusé avec la représentation. La jeune femme qu'il voit s'occupant de son verre, alors c'est malheureusement son amoureuse qui est en train de verser du poison dans le verre, puisqu'en fait c'est une complice du méchant de l'histoire, eh bien il ne la voit pas comme squelette, il la voit comme femme. Peut-être parce que l'acheteur potentiel n'aurait pas tout à fait reconnu cette forme, ce qui est étonnant parce que si l'on regarde la presse de l'époque, on a très souvent des dessins humoristiques qui montrent des squelettes qui sont en vérité des photographies radiographiques. J'en viens donc à ma conclusion, puisqu'on aura déjà passé 1 heure ensemble à parler du roman, du récit, des inventions merveilleuses scientifiques. L'idée forte, je pense qu'il faut retenir, c'est que le récit merveilleux scientifique fonctionne véritablement comme un laboratoire de pensée. Il va surtout prospérer entre 1909 et la fin des années 1930, qui en fait marque la mort de Maurice Renard, puisqu'il va mourir à la fin des années 30. Un des points forts du roman merveilleux scientifique, c'est de démolir Jules Verne. Se démarquer, c'est l'expression très forte, très dure qu'utilise Maurice Renard dans ses archives. Démolir Jules Verne, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être dans le roman d'aventure scientifique, on ne veut pas faire de la vulgarisation scientifique, on veut être dans un roman concevable, crédible, de haute volée, qui propose un laboratoire de pensée, une expérience de pensée pour son lecteur. Maurice Renard le disait, je veux que mon lecteur, quand il ait fini le roman, en sorte éclairé, en sorte meilleur qu'il ne l'était au début de sa lecture. J'ai tenté de vous montrer dans cette courte présentation les relations effectives entre le merveilleux scientifique et puis le roman expérimental, cette idée d'aller voir au-dedans des têtes, cette idée de cartographier en fait le milieu, l'environnement et l'influence qu'il peut avoir sur les hommes, le mystère scientifique, la métapsychie, et puis enfin le conte de fées, puisque quelque part le merveilleux scientifique modernise des procédés, des thématiques propres au conte de fées. J'ai tenté de vous montrer aussi à quel point le contexte scientifique et pseudo-scientifique influait la rédaction des romans, des récits, des feuilletons merveilleux scientifiques. Et puis enfin, j'ai brièvement exposé la manière dont les médias prennent le relais des objets magiques, des objets enchantés. Et ce n'était pas tellement le sujet aujourd'hui, mais passionnant aussi de voir comment les objets fantastiques, que ce soit la peau de chagrin de Balzac, que ce soit le portrait hanté de Dorian Gray, se métamorphosent en fait dans le contexte du récit merveilleux scientifique pour devenir vraiment des technologies et non plus des objets hantés, des objets magiques. Et tout simplement, dernière image pour vous montrer que si le merveilleux scientifique vous intéresse davantage, il y a de très nombreuses ressources. En tapant bibliographie merveilleux scientifique et mon nom, vous retrouverez la bibliographie que j'avais établie lors de mon exposition et vous aurez tous les hyperliens sur lesquels vous pourrez cliquer pour lire en fait exactement comme un lecteur d'époque les feuilletons de semaine en semaine. Et vous avez de nombreuses collections qui, depuis longtemps, des collections d'auto-édition, des collections un petit peu plus diffusées, qui rééditent en fait des récits merveilleux scientifiques. Vous avez les Orpailleurs à la BNF, l'Arbre Vengeur aussi, qui réédite beaucoup de textes. Vous avez notamment le texte de Serge Lehmann, qui lui aussi a beaucoup travaillé sur le merveilleux scientifique. Et bien dans Les Maîtres du Vertige, qui est sorti très récemment, il réédite des textes exemplaires. Vous avez Archéo-Essai, vous avez le blog La Porte Ouverte, vous avez les cahiers archéobibliographiques de Fabrice Munzik. Enfin, voilà, il y a quantité de références. Et puis surtout, la Bible à avoir, c'est Rétrofiction, qui n'est évidemment pas consacrée qu'au merveilleux scientifique, mais qui vous permet un sacré panorama de tout ce qu'il appelle la conjecture romanesque rationnelle, une grosse encyclopédie en 2 tomes, publiée donc chez les Belles Lettres et Ancrage par Guy Coste et Joseph Altarac. C'est vraiment, je pense, l'encyclopédie de référence et de base que tout fan de littérature d'imaginaire gagne vraiment à posséder. Et je vais donc m'arrêter là. Merci beaucoup, c'est passionnant. Donc, je répète les félicitations qui étaient en ligne. Voilà, des auditeurs qui étaient en ligne. Voilà, vous avez eu des félicitations et aussi la remarque que vous maîtrisez très, très bien ce sujet passionnant. On passe aux questions. Bonsoir, je voulais savoir, d'abord le roman merveilleux scientifique, même si ce n'était pas le but, a quand même apporté de la vulgarisation scientifique, je pense. Et je voulais savoir si est-ce que le roman scientifique
le roman Merveilleux scientifique a aussi été visionnaire, c'est-à-dire ils ont vu des choses, comme ça, en imaginant, et qui par la suite sont avérées justement exactes. Donc, ils ont apporté des choses à la science justement de cette façon-là. Merci. Alors, je vais vous répondre à votre question. Ah oui. Oui, pas de problème. J'écoute. Oui, vous avez dépeint ce courant comme essentiellement français, même s'il y a eu beaucoup de traductions dans d'autres langues, dans d'autres pays. Est-ce que ça m'étonne parce que la France n'est pas un pays isolé dans la culture occidentale et j'imagine qu'il y a dû y avoir d'autres auteurs, non? Est-ce qu'ils ont été simplement des suiveurs, des imitateurs, ou est-ce qu'il y a eu d'autres créateurs de fiction à l'étranger? Du coup, je peux lancer mes réponses? Alors très bien, je vais d'abord répondre donc à la première question qui portait sur la vulgarisation et l'aspect visionnaire. Alors pour ce qui est de la vulgarisation, effectivement, on va avoir certains auteurs, je pense notamment à Paul Divoye, Maurice Champagne, qui sont plutôt des verniens dans l'âme et qui de fait vont apporter des innovations notables qui touchent donc à l'univers merveilleux scientifique, mais qui vont encore chercher à inclure des passages parfois extrêmement longs de vulgarisation scientifique. Et c'est un peu un jeu de reconnaissance où il est possible assez régulièrement de retrouver dans des récits merveilleux scientifiques des entrefilets en fait recopiés de la presse. Mais là, il s'agit plutôt de crédibiliser l'intrigue du merveilleux scientifique et pas vraiment d'apprendre des éléments scientifiques au lecteur. Ce n'était pas l'ambition de Maurice Renard, mais tout de même, Maurice Renard et ses pairs, mais tout de même, ils avaient une lecture précise et régulière de la presse scientifique. Donc c'est à partir de cela qu'ils concevaient et extrapolaient leurs intrigues. Mais ce n'était pas la visée didactique n'est pas principale. Il y a quelques électrons libres, vous l'avez vu, Augustin Galopin, lui, son fer de lance, c'était vraiment d'épouser ce format un peu hybride. On était en 1880, donc c'était avant la théorisation du merveilleux scientifique, mais épouser un format hybride pour, en fait, plaquérer et doquérer, divertir son lecteur par le truchement d'une iconographie frappante, par des événements humoristiques et tirés du conte de fées, et tout ça, en fait, avec de la vulgarisation dissimulée lors des intermèdes. Mais de manière globale, les écrivains merveilleux scientifiques n'ambitionnent pas de faire de la vulgarisation, ce n'est pas du tout leur but, mais on peut, de ci, de là, trouver des lignes empruntées à des essais. Et surtout, ils se recommandent très régulièrement, ces savants imaginaires dans les intrigues, de savants qui ont réellement existé. Et quand ils décrivent leurs découvertes et leurs réalisations, voilà, on peut retrouver ce qu'on pourrait lire dans la presse. Mais on n'est pas du tout dans une démarche de vulgarisation. Et puis pour la question du visionnaire, alors je pense que Maurice Renard, que j'avais cité un petit peu plus tôt sur l'anticipation, lui, il vous répondrait que ce n'est pas le but en fait du roman merveilleux scientifique. Mais c'est vrai que très souvent, quand on lit de la science-fiction aujourd'hui, on a envie, en fait, notamment, je pense à Robida, on s'amuse en fait. Robida, qui était alors pas un ennemi de Maurice Renard, parce qu'il, à ma connaissance, ne se connaissait pas, mais Maurice Renard n'aimait pas du tout ce que faisait Robida, puisque précisément, il s'agissait de bâtir une société futuriste dans laquelle chaque élément du futur sont des petits gadgets amusants. Il n'y a pas de vrai développement, selon Maurice Renard en tout cas, d'intrigue, de vraies questions métaphysiques, de mise en scène d'altérité ou autre. Il s'agit simplement de faire rire le lecteur, puisque tout d'un coup, on a un train qui ne fonctionne pas très bien, on a le téléphonoscope, cette fameuse plaque de cristal qui permet de faire ses courses, de voir des cours, de voir l'absent, enfin de vivre l'ubiquité, en fait, l'ubiquité dès les années 1880. Eh bien, Maurice Renard, en fait, il répugne un peu cette manière d'approcher le roman merveilleux scientifique. Il ne s'agit pas d'être visionnaire, mais évidemment, nous, à rebours, on peut s'amuser à détecter dans ces différents récits différents procédés qui nous sont familiers, que ce soit Skype, que ce soit effectivement les téléphones, enfin, tout l'imaginaire des télécommunications, il est vif à cette époque, puisqu'il dérive encore une fois du besoin d'accéder au panoptisme, d'accéder à l'ubiquité. Donc c'est logique que tous ces fantasmes, en fait, soient opérés aujourd'hui. Mais ce n'était pas du tout le but de cette littérature de se poser en visionnaire, c'est plutôt de proposer
un laboratoire de pensée pour le lecteur, pour lui montrer comment un lecteur réagit face à ces technologies, face à ces menaces, face à ces nouveautés. Mais il ne s'agit pas forcément de pointer juste sur ces différentes innovations. Donc voilà pour cette première question, je compléterai si nécessaire. Et puis pour la seconde, concernant la réception à l'étranger, donc comme je l'ai dit, beaucoup de textes ont été traduits à l'étranger, surtout les textes des auteurs des éditions Pierre Lafitte. Je pense, je n'ai pas encore réussi à retracer ça parce que je n'ai pas trouvé de correspondance, mais il y avait sans doute des rapports en fait avec d'autres éditeurs à l'étranger, des rapports qui ne se limitent pas du tout au récit merveilleux scientifique, de la même manière que Arsène Lupin notamment était réédité à l'étranger aussi. Mais c'est difficile de circonscrire la réception à l'étranger. Ce qui est certain, c'est que personne à l'étranger ne s'est recommandé de l'étiquette merveilleux scientifique, mais vous avez bien compris que de même en France, même les auteurs assimilés au merveilleux scientifique ne se recommandaient pas de cette étiquette. Et il faut savoir que Maurice Renard, tout au long de sa carrière, il va changer l'appellation du mouvement, puisque l'expression lui déplaît, parce qu'en vérité, Jacques Copeau et Rivière, dans la NRF, ils critiquent Maurice Renard, alors pas sur l'appellation, mais sur la pseudo-faiblesse de cet auteur qui n'est pas assez doué psychologiquement selon ces grands défendeurs en fait, du roman d'aventure et du roman psychologique. Et de fait, Maurice Renard, pour légitimer encore et encore le mouvement qu'il affectionne, il va lui donner d'autres noms. Il va l'appeler roman d'hypothèse, il va l'appeler conte à structure savante, il va l'appeler merveilleux, virgule scientifique. Il va changer encore et encore le nom pour essayer de trouver en fait une appellation qui convienne mieux. Donc c'est difficile d'appréhender la réception à l'étranger. En tout cas, il faut savoir qu'à la fin de la carrière de Maurice Renard, avant la fin déjà, dans les années 1922, il était vice-président de la Société des gens de lettres, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un signe de puissance et de reconnaissance littéraire. Et il a créé un prix à son nom, le prix Maurice Renard, qui a existé pendant presque 10 ans, et qui était doté de 1000 francs. 1000 francs, c'était une sacrée somme pour l'époque, qui était égale au prix Balzac, donc c'était quand même quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde de près le concours qui est associé à ce prix, on se rend compte que Maurice Renard, alors c'est une formule comme récompenser des récits d'imagination, etc. Il n'y a pas le terme merveille scientifique, mais on se rend compte que Maurice Renard est un peu désabusé du désaveu qu'il a eu de la part de la critique française, ou en tout cas d'une partie de la critique puissante. Et de fait, il va chercher non plus des homologues, non plus Poe, non plus Wells, non plus Villiers-Ladan, mais bien des auteurs ultra contemporains pour montrer que ce genre a encore la faveur en fait, de ses pairs à son époque. Et il va du coup récompenser des auteurs comme Léon Groc, comme Henri-Jacques Promène, comme Jean-Joseph Renaud, etc., etc. Et il va même s'écarter un peu de sa définition du roman merveilleux scientifique, puisque dans le manifeste, il disait « Alors moi, je ne veux pas, par exemple, de satire. Je ne veux pas des textes à la Swift, ça n'a rien à faire dans ce corpus-là. » Et pour autant, dans les romanciers qu'il va récompenser par le prix Maurice Renard, eh bien, il y a des auteurs de cette sensibilité-là. Donc ça, c'est vraiment pour les années 20. Et puis, à la fin de sa carrière, Maurice Renard, toujours dans cette volonté en fait, de légitimer le genre, le corpus, pardonnez-moi, qu'il affectionne, eh bien, il va se tourner vers la Belgique. Il faut savoir qu'il avait une amitié assez forte avec Jean Ray qui lui a offert un chien, Jean Ray avec qui il avait une correspondance longue, Jean Ray à qui il a dédié aussi des contes. Et il va surtout identifier en fait Henri-Jacques Promène, à qui il a offert le prix, je crois que c'est vers 27 ou 28. Et Henri-Jacques Promène, il a écrit plusieurs textes sur le chemin des dieux, notamment, qui est une histoire de contrôle psychique grâce à un ondogène. Il a écrit aussi Le Sceptre volé, avec des humains qui sont asservis par une population plus ou moins extraterrestre. Et il va trouver en lui un homologue, alors volontaire ou non, je ne sais pas trop comment Henri-Jacques Promène l'a perçu, mais il va souvent chanter ses louanges dans la presse et dire en Belgique, on a des auteurs qui ont quelque chose de la fibre merveilleuse scientifique. Mais évidemment, vous comprenez bien que c'est toujours compliqué d'approcher 100 ans après, plus de 100 ans après, quasiment bientôt 100 ans après, un mouvement de cette ampleur-là, parce que bien que j'arrive moi-même à retracer les liens de sociabilité entre les uns et les autres, en dépouillant la presse, je me rends compte que tel et tel faisait partie d'un comité d'entraide, faisait partie d'un syndicat du roman populaire. C'est difficile de retrouver des correspondances où il y a peut-être des éléments très probants pour ces questions de réception, de diffusion au-delà de la France, etc. Mais du coup, à ce stade-là, moi j'ai travaillé pendant ça fait maintenant 7 ans sur ce mouvement, il y a des réponses qui restent en suspens. Et rien ne dit que je ne vais pas un jour découvrir un carton contenant une correspondance avec un auteur étranger qui se réclamera du patronage de Maurice Renard. Tout de même, ce qu'on peut remarquer, c'est que Hugo Gernsback, quand il lance Amazing Stories, ce n'est pas Maurice Renard qui choisit. Ça va être Verne qui sort de sa tombe et qui devient le symbole pendant un temps de sa revue.
Donc, j'aurais tendance à répondre négativement, à dire qu'effectivement, il y a une diffusion de ces textes-là, c'est assuré, mais qu'il n'y a pas eu, en tout cas, d'auteurs qui se sont vraiment recommandés faire de lance de ce mouvement, ou tout au moins de son appellation. Mais c'est peut-être que je changerai d'opinion à mesure que je découvre d'autres textes. Oui, alors justement, j'avais deux questions et ça colle tout à fait. Parce que, est-ce que par hasard, quand Gernsback lance la science-fiction, effectivement, en 29, est-ce qu'il ne s'oppose pas lui-même aux États-Unis à un mouvement qui ressemble quand même au merveilleux scientifique, à peu près identique? Parce que quand vous avez parlé du phénomène de rétrécissement, moi, ça m'a fait penser très, très directement à La fille dans la tombe d'or de Ray Cummings, qui date de 1919, qui a été publié donc dans un autre pulp, c'était, je crois, Famous Fantastic Mysteries, et qui, en fait, relève directement de ce que vous avez décrit comme du merveilleux scientifique. Ça, c'était ma première question. Donc, je pense qu'en fait, vous y avez répondu quelque part, parce qu'au final, peut-être que Gernsback, lui aussi, a repris Verne par opposition à, non pas Renard, parce que peut-être qu'il ne le connaissait pas, mais à cette approche dont Renard s'est fait le chantre, et qui était effectivement aussi, peut-être, je ne connais pas suffisamment l'histoire de la littérature imaginaire aux États-Unis avant, mais peut-être effectivement était présent. Donc ça, c'est une première proposition. Et une deuxième proposition, je suis très heureux que vous ayez fait référence à Jean Ray, parce qu'effectivement, en particulier dans beaucoup de ces nouvelles, et en particulier, je pense aussi à toute la série d'Harry Dixon, on a constamment un aller-retour entre la science qui sert un peu de prétexte, mais qui sert aussi surtout à faire du merveilleux, contre lequel, bien sûr, Harry Dixon va s'opposer. Donc effectivement, il y a, je pense, beaucoup d'aller-retour entre les deux. Et je voudrais savoir, sur ce sujet-là, pourquoi est-ce qu'effectivement, Maurice Renard est allé chercher en Belgique, parce que j'en réécrivais aussi en France. Donc, comment ça s'est passé, cette histoire-là ? Du coup, je vais vous répondre. Alors, la première proposition est vraiment séduisante, elle est vraiment belle. J'avoue ne pas avoir de réponse catégorique ou même de sentiment sur cette question. Je trouve ça très intéressant, en fait, de se poser la question de... Dès qu'on génère un manifeste, dès qu'on crée quelque chose, il faut se reconnaître des homologues et il faut aussi tuer des figures, je pense. Et c'est tout à fait probable que... Mais je ne suis pas spécialiste du tout de la science-fiction américaine. Voilà, donc je ne vais pas... Je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi, que ce soit Francis Saint-Martin, Jean-Luc Rivera. Enfin, il y a des gens qui pourront commenter ces questions, et puis parmi les chercheurs universitaires aussi. Donc je ne voudrais pas... me ridiculiser devant vous et devant eux. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle interprétation, une belle... Ça interroge, et c'est pour ça que de manière globale, j'essaye d'interroger, moi, dans mes recherches, la généalogie, la question de l'historicité, la question aussi de l'historicité. Dès lors qu'on écrit une histoire, elle est biaisée, elle est arbitraire, elle est partielle, elle est téléologique, parce qu'on a tendance à partir de la fin et de retourner vers l'arrière. Mais quand on touche à un manifeste, à un acte de fondation, c'est assez intéressant, parce que Charles de Rennes, l'auteur du Peuple du Pôle en 1907, il dit Maurice Renard, il n'a pas du tout créé, il a tout simplement ressuscité le merveilleux scientifique. Donc, en fait, il faudrait avoir une espèce de vision panoptique aussi et pouvoir voir tout cela d'un point de vue de Sirius, et de se dire, bon, il se passe telle chose dans tel continent, il y a eu ça avant, on rejette, on reconstruit, on se recommande. C'est aussi des rapports de force, en fait, qui sont difficiles à évaluer dès lors qu'on touche malheureusement à des documents lacunaires. Donc, c'est une question absolument passionnante à laquelle je ne peux absolument pas répondre de manière catégorique. Mais le parallèle est probant et troublant, je pense, effectivement, sur comment est-ce que un manifeste se construit par destruction, par assimilation, parce que je ne sais pas si notamment, bon, Rosny, on le sait, mais est-ce que Villiers-de-l'Isle-Adam aurait apprécié cette étiquette de merveille scientifique? Est-ce que Poe, les textes choisis correspondent vraiment? Enfin, tout ça, c'est affaire d'appréciation, affaire effectivement de... On cherche son père et on en tue d'autres. Donc, passionnant. Je ne saurais pas répondre de manière catégorique, mais je note dans un coin de ma tête cette belle question. Et concernant... Jean Ray et la Belgique. Alors pourquoi Maurice Renard se tourne vers la Belgique? Arnaud Huftier a notamment écrit sur cette question. Et ça touche tout simplement aux raisons multiples du désaveu du merveilleux scientifique en France. Il faut savoir que pendant...
Du coup, c'est pas très bien, je vais faire une histoire à rebours et je vais vous dire que pendant très longtemps, on a complètement oublié le merveilleux scientifique en France, complètement. Plus près de nous, la personne qui a beaucoup participé, vous l'avez vu dans la bibliographie, à exhumer le merveilleux scientifique, c'est Serge Lehmann, évidemment, en tant que scénariste, en tant qu'écrivain, en tant que penseur et théoricien. Il a sorti peut-être quelques semaines, ou encore quelques jours, j'ai un peu du mal avec la temporalité, la suite de la Brigade Chimérique. Et il faut savoir que la Brigade Chimérique, je n'en ai pas parlé ici, mais si vous voulez vivre une expérience méta-romanesque, je vous invite à lire cette bande dessinée qui, en fait, réemploie, de la même manière que les X-Men sont menés par le professeur Xavier, Serge Lehmann imagine que Marie Curie, mène des héros qui ne sont autres que les personnages que vous avez vus pour certains ici. On a notamment l'homme truqué, on a Félifax, on a différents personnages qui touchent à une forme. Alors là, c'est encore une thématique qu'on n'a pas abordée, mais est-ce que quelque part, dans ces récits merveilleux scientifiques, on n'a pas des figments, des premiers filaments des super-héros à la française? Ça, c'est une proposition aussi que fait Xavier Fournier dans ses travaux, intégrer en fait le merveilleux scientifique comme étant une préhistoire. Alors, on n'est pas ici pour débattre de ces questions-là, mais la question de protohistoire, de préhistoire et d'archaïsme, elle est aussi très compliquée dès lors qu'on étudie un objet en fait de manière rigoureuse. Mais sachez en tout cas que Xavier Fournier s'intéresse à cette question, super-héros, merveilleux scientifique, et puis comment le merveilleux scientifique nous aide à penser la montée en force des super-héros un peu plus tardive. Vous voyez toujours qu'il y a la question aussi de la rivalité France-États-Unis. On essaye toujours un peu cocorico de dire mais non, la France avait déjà développé ça. Oui et non, parce que vous l'avez bien vu, je n'ai pas eu le temps de m'épandre dessus, mais la science-fiction américaine, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, on peut parler de science-fiction de manière globale, comme une étiquette fourre-tout, comme on parle du roman policier, comme on parle pourquoi pas, mais si on veut vraiment être rigoureux, la science-fiction américaine de l'époque, c'est un autre phénomène qui se développe plus tard. Donc dire que le merveilleux scientifique, c'est que de la science-fiction, ça marche pas trop en fait. Donc voilà pour ça. Donc je parlais de Serge Lehmann qui a beaucoup participé et participe encore à exhumer, à théoriser toute cette masse de merveilleux scientifiques. Dans ses travaux, ce qu'il démontre lui, c'est son opinion du coup, qu'en fait, le merveilleux scientifique, bien avant la science-fiction américaine, avait développé nombreux motifs qu'on a aujourd'hui dans la science-fiction américaine, et que tout ce patrimoine a été complètement balayé, en fait, ombragé par la science-fiction américaine. Et donc, il s'agit de revaloriser toute cette masse que je vous ai montrée ce soir. Donc, Serge Lehmann a beaucoup œuvré pour ça. On a eu aussi des récits comme fiction, des revues comme fiction, des fanzines. Il faut vraiment se dire que tous les amateurs, les érudits, les fanzines ont eu un rôle absolument fondamental dans la redécouverte du merveilleux scientifique. Et c'est vraiment à partir des années 50. Mais avant les années 50, à part quelques critiques comme Jean Cabanel, certains qui de temps en temps écrivaient sur le merveilleux scientifique, le merveilleux scientifique, il disparaît. Il est balayé en partie aussi par des métamorphoses qui vont advenir dans le roman français. En fait, on va avoir d'autres figures comme Messac, comme Spitz, comme Barjavel, qui proposent autre chose. Et Messac, c'est très intéressant quand on lit les primaires et on lit ses textes manifestes, ses textes théoriques, pardonnez-moi, il connaissait le merveilleux scientifique et il connaissait la science-fiction américaine. Donc on a des espèces de transfuges comme ça, des espèces d'hybrides mutants qui connaissaient un peu de l'un, un peu de l'autre. Il y a eu de l'influence, il n'y en a pas eu. C'est des figures un peu troubles, un peu étranges. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la toute fin, donc là, à chaque fois je retourne en arrière, à la toute fin des années 30, ce pauvre renard, il faut se dire qu'il a subi un divorce. Il est désargenté. J'ai vu ses archives, il rend toujours en retard ses comptes au matin. Il bat de l'aile, en fait. Il bat de l'aile. Et Cabanel, quand il écrit des articles sur lui, il dit bien qu'on trouve quasiment plus ses romans, en fait, quand on va en librairie. Et de fait, toujours pour légitimer le genre, il va aller voir ailleurs. Et de par les liens qu'il avait avec Rosny, de par les liens qu'il avait avec Jean Ray, c'est vers la Belgique qu'il va se tourner. Il y a aussi eu des projets de réédition assez nombreux en Belgique, donc c'est peut-être aussi là où il avait des liens de socialisation qui ont pu favoriser cet intérêt pour la Belgique. Mais voilà, ce qu'explique en tout cas Arnaud Iffier dans ses travaux, c'est que c'est tout simplement essayer de rebooster le genre, en fait. Rebooster, le revisibiliser. Et c'est intéressant toujours comment ça passe par des arguments ad hominem, en fait. C'est pas Maurice Renard qui va dire « Ah, mon genre se porte bien, il faut le redécouvrir ». C'est « Ah, Henri-Jacques Fromen est quand même un bel exemple du corpus que j'affectionne, lisez ses romans, etc. » Ça permet de remettre un peu d'énergie, de vitalité dans ce corpus qui est toujours très, très vif dans les années 30, mais simplement qui est aussi hybridé avec le roman policier, avec le roman d'amour. Et Maurice Renard en est le tout premier exemple, puisqu'en fait, à l'époque, il a des problèmes financiers. Il y a eu sa maison un peu avant qui a été bombardée à Reims. Il a subi vraiment des dommages, il a divorcé, etc., comme je le disais. Et il va commencer à écrire des romans policiers et écrire des romans d'amour. Et quand il écrit des petits contes alimentaires dans le matin, il y en a des magnifiques qui touchent au merveilleux scientifique, et il y en a plein qui touchent à des histoires d'adultère.
Donc ces romanciers qui vivent aussi de leur plume, il faut bien penser à ce dispositif qui est en fait une réalité des auteurs de l'époque, de même, c'est pas qu'ils désavouent le corpus, mais ils se retrouvent à épouser des réalités, à aller voir ailleurs, à essayer. Enfin, c'est des stratégies, je pense. Et la Belgique fait partie d'un plan stratégique alors de reconquête, non, parce que là, on a un déplacement, mais peut-être de conquête et de légitimation par un autre réseau. Alors, une question en ligne. Maurice Renard a-t-il eu l'occasion d'échanger avec H.G. Wells sur le développement littéraire du merveilleux scientifique? Alors, comme je rêverais de découvrir un dossier poussiéreux me montrant qu'il y a eu correspondance entre eux, non, je ne pense pas du tout. Je pense pas du tout. Ce qui est certain, c'est que, à l'inverse, on sait que Verne et Wells, Wells en tout cas, avait une opinion très tranchée sur Verne et que leur imaginaire se distinguait par le fait que Verne touchait vers l'extrapolation, mais vers le concevable, tandis que Wells partait dans l'imaginaire pur. Il n'avait pas besoin de blueprint en anglais, il n'avait pas besoin de plan pour ses machines, il partait dans des délires d'imagination. Mais non, à ma connaissance, pas du tout. Et je ne sais même pas si Wells a jamais entendu l'expression merveilleux scientifique. Peut-être qu'il en a... Je ne sais pas, j'aimerais me dire que son traducteur en France, Henri Desdavray, qui à chaque fois dit « Ah, les romans merveilleux scientifiques de Maurice Renard ». Donc vraiment, lui, il utilise encore et encore à loisir cette expression. J'aimerais me dire que Henri Desdavray l'a un jour soufflé à l'oreille de Wells, mais ça tient de l'extrapolation, là, totalement. Alors, une question, c'est pour ma curiosité, en fait. Est-ce que vraiment le merveilleux scientifique est mort? Ou est-ce qu'il peut subsister? Alors, juste après mon exposition à la BNF, j'avais organisé un colloque où justement j'invitais en partie des auteurs contemporains à réfléchir à la pérennité, à la présence peut-être fantomatique, vous voyez qu'on est toujours dans le spiritisme, du merveilleux scientifique aujourd'hui. Et évidemment, on a des auteurs, des dessinateurs, sans le savoir ou en le sachant très bien, je parlais de Serge Lehmann avec la Brigade chimérique, qui épouse, se revendique, emprunte au merveilleux scientifique. Je pense par exemple aux aventures fantastiques de Sacré-Cœur d'Amélie Sarne et Laurent Audouin. On a quelque chose d'éminemment merveilleux scientifique, puisque ce roman graphique pour enfants mêle de manière très affirmée l'ingénierie et le spiritisme. Et ça, c'est totalement caractéristique de l'imaginaire merveilleux scientifique. On a plein de contes de Maurice Renard où on développe un appareil photo qui permet de photographier non pas des fantômes, puisque précisément on est dans la rationalisation, mais photographier des êtres d'une sorte de 4e dimension juste à côté de nous. Donc un exemple, par exemple, qui montre que le merveilleux scientifique n'est pas mort, je pense plutôt que le merveilleux scientifique se métamorphose. Je parlais de cette étape un peu transitoire que représentent notamment Messac, Spitz et Barjavel, et je pense que le merveilleux scientifique a muté, s'est transformé, et on en retrouve encore des émanations dans des bandes dessinées, dans différents romans. Enfin, c'est plutôt nous qui nous retrouvons à faire ce jeu d'identification, ce jeu d'interrogation, à se demander si justement ces différents créateurs ont eu connaissance ou non de ces textes. Et est-ce que ce merveilleux scientifique, s'il subsiste ou s'il a existé, bien sûr qu'il a existé, mais est-ce qu'il a d'autres formes que la forme littéraire? Alors oui. Mon intervention étant limitée en temps, j'ai juste distillé des romans, des feuilletons et pas mal, je l'avais montré, des récits sous images. Alors pareil, je ne vais pas dire proto-bande dessinée parce que j'aime pas du tout cette lecture présentéiste en fait du passé, mais ce sont des petites cases qui se présentent avec du texte en dessous dans des illustrés jeunesse. On a quantité d'illustrateurs comme Nadal, comme Géry que vous connaissez peut-être parce qu'il a été réédité par la BNF, comme Blondeau, comme Espagna qu'on a vu ensemble, etc. Et il y avait vraiment une influence forte et un développement du merveilleux scientifique dans ces différentes revues. J'ai tenté de montrer un peu que, comment vous dire, c'est logique que le merveilleux scientifique en fait existe sous diverses formes puisqu'il n'est jamais que le témoin en fait d'une époque extrêmement riche dans laquelle on se passionne pour les sciences et les pseudosciences. Donc c'est évidemment pas toujours évident de se dire ah mais oui mais là j'ai une illustration où c'est évident qu'il a lu tel roman merveilleux scientifique. C'est pas tellement ce jeu d'identification qu'il faut faire, c'est plutôt constater que le merveilleux scientifique n'est qu'une émanation parmi beaucoup d'autres d'une manière de penser en fait l'époque. On pourrait dire qu'il y a une pensée merveilleuse scientifique au début du XXe siècle et dès lors c'est logique qu'elle se manifeste sous la forme de romans, de chromolithographie. Il y a des poésies aussi qui peuvent s'associer à quelque
quelque chose de merveilleux scientifique. J'avoue ne pas être allée vraiment creuser la question de la poésie, mais je sais avoir déjà rencontré des poésies qui imaginent, par exemple, que l'on peut voir la préhistoire grâce, non pas à une faculté psychique, mais grâce à un don donné par un fakir. Donc on est dans quelque chose de merveilleux scientifique. Une dernière question, courte. Je voulais d'abord demander, mais vous avez répondu, en fait, c'est Régis Messac, ça n'était intéressé, mais vous avez répondu. Mais j'ai une autre question. Contemporain au déclin du merveilleux scientifique, il y a deux sciences qui se sont développées. C'était la relativité d'Einstein, la relativité générale, entre autres, et la mécanique quantique. Moi, ça m'étonne que le merveilleux scientifique ne s'en est pas emparé. Et notamment Maurice Renard, apparemment, il ne s'est pas du tout intéressé à ça. C'est par la suite, par contre, peut-être que on a eu du merveilleux scientifique autour de ça, par contre. Alors, j'ai évidemment pas fait un florilège de toutes les thématiques qui sont explorées dans la production merveilleuse scientifique, mais sachez qu'en fait, il y a de manière assez étonnante certaines théories découvertes qui sont laissées de côté en fait par les auteurs merveilleux scientifiques. Par exemple, quand j'ai traité dans ma thèse de la question de la machine à lire les pensées, de la machine à rêve, je me suis demandé si les théories de l'inconscient de Freud avaient pu avoir un impact notable sur cette création littéraire. Eh bien, il s'avère qu'en fait, les textes de Freud ne sont traduits en France qu'en 1923 et qu'ils échappent en fait à toute cette production merveilleuse scientifique. Je n'ai pas trouvé de texte qui vraiment se réclame de ces théories de l'inconscient ou même de l'interprétation des rêves. C'est plutôt la psychologie des foules de Tard et de Lebon qui va vraiment influencer de manière importante ces différents textes, puisqu'on aura des récits dans lesquels, je vous le disais avec Henri-Jacques Promène, des ondogènes en fait métamorphosent des individus en âme collective, ce qui est exactement le présupposé de Gustave Le Bon et de Tard. Il faut savoir que Gustave Le Bon était en plus de ça un ami d'Henri-Jacques Promène et qu'ils avaient une correspondance pour le coup. Là, j'ai vraiment des documents qui me le prouvent. Pour ce qui concerne la théorie de la relativité, de même, j'avais travaillé sur cette question et sur la question de la quatrième dimension. Et je m'étais rendu compte qu'en vérité, on commence à voir une réception de ces théories-là dans les années 20. Dans les années 20, on commence à avoir des dessins humoristiques qui portent sur la question de la relativité du temps. Mais en fait, il faut bien se dire que encore une fois, il y a le recul, donc je ne sais pas trop s'ils allaient très souvent à des conférences scientifiques. Ça existait, des conférences, des matinées scientifiques qui vulgarisaient des concepts. Toujours est-il que Maurice Renard, dans ses archives que j'ai pu consulter, il y a des petites notes qui portent effectivement sur de très vagues concepts touchant au temps, mais il est très clair que lui, la théorie de la relativité, il ne l'a pas comprise. De la même manière que le paradoxe des jumeaux de Paul Langevin, ça passe à côté. Mais tout ça, il faut vraiment se dire qu'il me faudrait pour moi une espèce d'intelligence artificielle qui puisse écumer la totalité des revues de vulgarisation scientifique et noter qu'à telle date, on a telle et telle revue qui a fait un petit entrefilet de vulgarisation et puis voir par rapport à la production des uns et des autres si ça a pu être réceptionné, lu, diffusé. Il faut savoir que de toute façon, la théorie de la relativité, elle est très mal comprise en France jusqu'à assez tard. Enfin, même le texte d'Henri Poincaré est mal compris. Donc, je pense que c'est malheureusement un exemple très significatif du fait que certaines théories, même pas seulement au sein des auteurs, mais au sein de la société, est mal comprise. Alors, est-ce qu'elle n'est pas suffisamment vulgarisée? Je ne sais pas. Je sais que dans le cas de la théorie de la relativité, le problème, c'est qu'elle a généré un nombre assez important d'essais et parfois pas tout à fait clairs. Enfin, à l'époque, c'était donc relativement compliqué. Et pour la mécanique quantique, effectivement, excusez-moi, moi je n'ai rien trouvé dans les récits merveilleux scientifiques à ce sujet. On a effectivement des récits qui touchent à l'ubiquité, comme je le disais, mais cette question est traitée plutôt par le truchement du fakirisme. On a des récits de bilocation, mais ça aussi, on n'a pas du tout cette conception du quantique en étant à un endroit et à un autre endroit au même moment. Tout ça, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu, mais encore une fois, vous voyez bien que toute cette masse de corpus, alors moi j'ai travaillé sur
400 textes, je crois, à peu près. Rien ne dit qu'on... Enfin, j'en découvre encore, donc rien ne dit que je ne vais pas un jour vous dire à une prochaine conférence que j'ai découvert un Saint Graal et qu'il y a un texte, effectivement, sur la mécanique quantique. Mais en tout cas, dans le gros du panier, il n'y a pas de texte significatif sur cette question. Il y a des textes de téléportation, mais là, il faut plutôt aller voir du côté du téléplace de Charles Cros, cette idée de déplacement de la matière sans perte, en fait, de matière, mais ce n'est pas la mécanique quantique. En tout cas, le guide Terre-Amont ne s'en réclame pas du tout. Donc pour l'instant, à l'état actuel des recherches, j'aurais tendance à vous dire que, effectivement, théorie de la relativité, réception tardive en France, il faut attendre les années 20 pour une réception assez moyenne. Et puis mécanique, enfin les théories quantiques, jusqu'à présent, rien à ce sujet. Ouais. Oui, et quatrième dimension, il y a, mais pas comprise. Alors, pas appelée comme telle, plutôt comprise dans une rationalisation de la théorie de l'au-delà, puisque Camille Flammarion et d'autres, enfin Camille Flammarion, il y avait déjà l'idée de la réincarnation sur d'autres planètes, et il y avait l'idée que si on peut parler aux fantômes, c'est qu'ils sont tout autour de nous. Donc c'est plutôt un dérivé des théories spirites, mais c'est pas tellement cette idée de déplacement dans l'espace et le temps. Il faut attendre la fin des années 30, en fait, pour qu'on commence à avoir notamment des vidéos du Palais de la Découverte assez amusantes sur un être de la quatrième dimension qui pourrait vous retourner, votre cœur changerait de côté, il pourrait traverser une pièce, ouvrir un coffre-fort. On va avoir évidemment le texte de Pavlovski, hein, ça c'est évident sur la question, mais lui c'est plutôt un cheminement un peu oulipien, enfin, c'est encore autre chose. Donc c'est pas tellement une exploration du côté vertigineux de la quatrième dimension. Mais c'est un des rares en fait. Jean Ray, Gabriel Lautrec, il y en a il y a de rares contre-exemples en fait effectivement, mais de manière globale, c'est étonnamment. Ça n'a pas été un thème peut-être trop complexe, en fait, je pense, pour eux, et peut-être pas assez créateur de péripéties romanesques.